Bonjour tout le monde au Centre de recherche pour le développement international et bienvenue à nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent en direct sur le web. My name is Lachlan Monroe and I'm the acting president. Je m'appelle Lachlan Monroe et je suis président par intérim du CRDI et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce premier événement du CRDI de notre cycle Science et Innovation, clé d'un meilleur avenir ou d'un monde meilleur. Nous allons mettre en vitrine des penseurs, des intellectuels de différents pays qui travaillent dans le secteur des sciences, de la technologie et de l'innovation et sur les politiques publiques aussi qui en découlent. Cet événement inaugural se concentre sur le piratage des médias dans les pays en voie de développement, les économies émergentes. Le débat sur la façon d'encourager l'innovation et de promouvoir l'accès à l'innovation dans le monde entier, c'est quelque chose qui est possible maintenant grâce à des produits numériques reproduits sans grand coût. Nous avons ici un professeur de l'Université Cardiff qui a été, ou plutôt quelqu'un qui a fait une recherche, qui a travaillé sur le droit d'auteur et qui a commencé à travailler sur une nouvelle façon de faire affaire. Le professeur Hargraves dit que les lois étaient écrites avant l'émergence des technologies numériques. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue. La semaine dernière, un groupe de 28 sénateurs des États-Unis ont écrit au président Obama pour demander à son administration d'inclure les plus hauts niveaux de protection de propriété intellectuelle de tout le partenariat transpacifique. Il y a beaucoup en jeu dans le monde de la propriété intellectuelle, l'innovation et du commerce. Le piratage, par exemple, est omniprésent dans ces pays et ces économies émergentes, ce qui mène à des millions, si ce n'est des milliards de pertes. La Fédération internationale des industries phonographiques estime que 40 milliards de chansons ont été partagées de façon illégale en 2008. L'industrie des logiciels a perdu 51 milliards de dollars en bénéfices l'année dernière à la suite du piratage de leurs logiciels. C'est ce que démontré une récente étude. Mais il y a aussi beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ces chiffres sont vraiment fiables? Quelles sont les causes sous-jacentes de ce piratage des médias? Les dommages et intérêts ou sont-ils appropriés? C'est avec ces questions en tête que le CRDI, avec la Fondation Ford et l'AGDI, ont financé la première grande étude à grande échelle sur la musique, le film et le piratage et le logiciel. Donc le piratage, on s'est concentré sur le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, le Mexique et la Bolivie. Nous sommes ici pour parler un petit peu des résultats de ce rapport. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Joe Karuganis, qui vient du Conseil de recherche sociale. Joe a un petit peu chapeauté cette étude. Ronaldo Lemos, l'université Princeton, qui est ici avec nous en mode virtuel. Il est resté à Princeton. Il n'a pas réussi à avoir un visa à temps pour venir au Canada. Et il va nous donner la perspective brésilienne. Son établissement à Ronaldo a été surtout chargé de faire la recherche de ce qui a permis de publier ce rapport. Ensuite, le professeur Michael Geist, qui est professeur de droit à l'Université d'Ottawa, qui est titulaire de la chaire de recherche en droit de l'Internet et du commerce électronique, il va nous parler de la situation au Canada. Notre animateur sera mon collègue Laurent Elder, chef de programme au CRDI de ces enjeux. Leur discours en anglais, mais un service d'interprétation simultanée vous est offert si vous voulez l'utiliser. Les appareils nécessaires sont au fond de la salle à votre droite. Si vous voulez poser vos questions ou faire vos commentaires en français, le choix est le vôtre et le plaisir de vous répondre sera le nôtre. Laurent saura traduire pour vous. Final logistical note, Dernier point logistique, cette conférence et le débat qui va s'en suivre sera diffusé sur Internet. Donc si vous choisissez de vous lever derrière les micros au fond de la salle pour poser vos questions, oui, bien, vous aurez votre minute de gloire, votre voix et votre visage seront retransmis sur Internet, vous serez connus dans le monde entier. Merci beaucoup d'être venus, mesdames et messieurs. Laurent, à vous la parole.
Thanks. So here. Merci. Voilà comment nous allons fonctionner. Les présentations seront d'une durée d'1 heure. D'abord, Joe nous donne un survol de l'étude. Par la suite, ce sera Ronaldo Lemos et j'espère qu'il pourra nous donner la perspective du Bézil. Qu'est-ce que cela signifie pour le Bézil? Et enfin, Michael, le point de vue canadien. Qu'est-ce que ça représente des questions de piratage pour le Canada? Et par la suite, comme Lachlan a bien mentionné, nous aurons une trentaine de minutes ou plus de questions que vous pourrez poser, que vous soyez ici ou en ligne. Avant de passer à la présentation de Joe Karaganis, voici son bouquin et j'ai décidé de vous lire certaines des critiques de ce livre puisque certaines des critiques ont été quand même exceptionnelles. Gilberto Gil, qui, de fait, le musicien brésilien qui est très bien connu, et l'ancien ministre de la Culture du Brésil, nous a dit que cette étude remarquable, tous ceux qui se préoccupent de l'application et des propriétés intellectuelles ou des défis que pose la mondialisation se doivent de lire ce livre. William Patrick, conseiller général de Google, a également dit que cette étude est une toute première dans la littérature en ce qui concerne ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas quant à l'application. Si les décideurs de politique veulent être guidés par des preuves et non pas par la rhétorique, ils commenceront par lire cet ouvrage et le respecteront pendant bien longtemps. Et enfin, Félix Hamlin de Reuters nous a dit que c'est extraordinaire, c'est merveilleux, un travail étonnant et érudit à l'échelle internationale qui changera de fond en comble le débat sur l'application de la propriété intellectuelle, ainsi que RIPO et USTR. Mais je crains que c'est trop empirique pour cela. Mais maintenant, quelques mots au sujet de Joe. Il est vice-président à l'American Assembly à l'Université Columbia. Il s'intéresse aussi à la technologie, la culture et les médias, production culturelle. Il s'est récemment penché sur l'adoption de la large bande passante, les politiques en matière de données, le piratage des médias. Joe, sans plus tarder, vous avez la parole. Thank you very much. Merci beaucoup. D'abord, toutes mes excuses si je tousse pendant ma présentation. Je suis un peu enrhumée, je ferai de mon mieux pour ne pas trop tousser. Aujourd'hui, j'aimerais passer en revue les points importants de la recherche et vous parler un peu des conditions sous-jacentes, les raisons pour lesquelles cette étude a été faite et par la suite, j'aimerais un plaisir de répondre à vos questions. Alors, certains des faits saillants du rapport que je vous transmets, mais j'aimerais d'abord vous parler de 2006. Nous avons commencé à discuter ce qui m'a amené à la planification et à la recherche, en tant que soit comme Lachlan l'a dit d'après le discours sur le piratage et le non-respect des droits d'auteur. Il y a eu d'énormes pertes pour l'industrie, des milliards de dollars. Lorsqu'on a commencé à étudier ce qui se passait dans les pays en développement, surtout lorsqu'on ne respectait pas le droit d'auteur, il y avait des taux de 70, 80, 90% des marchés pour des films logiciels, de la musique, différents produits. Des taux de piratage très élevés constituaient la norme. Les taux de piratage pour la musique numérique de 75-80%. Et de fait, nous avons donc décidé, lorsqu'on a tenu compte de ces statistiques, que ça ne mine pas l'économie des médias, c'est l'économie des médias. Et c'est une économie illicite. L'accès aux biens médiatiques passe par des canaux illicites pour la plupart. Et ce rapport qui existait entre les sites légaux et illégaux
On n'en discute pas dans la littérature, dans les débats sur la politique, ni chez les universitaires. Il y avait très peu de travail qui avait été fait sur le piratage lorsqu'on a débuté ce travail. Il nous semblait donc important, si vous vous inquiétez, si vous voulez régler les problèmes des marchés illégaux, de bien comprendre quels rapports existent entre légal et illégal, comment se construisent ces rapports. Ce faisant, depuis 10 ans, il y a eu une croissance énorme d'efforts visant l'application, surtout la transition numérique, qui a fait en sorte que le piratage est beaucoup plus accessible aux personnes, sur des équipements. Lors de cette explosion de partage de dossiers, on fait des copies, c'est organisé surtout au niveau de consommateurs et non industriels maintenant, ainsi que des investissements publics et privés en matière d'application et la croissance de nouvelles couches de bureaucratie afin d'assurer cette application de nouvelles avenues de politique qui ont adopté comme fonction principale l'application et des nouvelles organisations de recherche qui se consacrent aux preuves qui alimentent ces conversations sur les politiques et, qui est plus important, le fardeau de l'application. On a un effort pour passer de privé au public parce que c'était un droit privé auparavant et l'application se faisait par le biais de poursuites au civil et c'était quand même une gamme d'activités assez étroite si on voulait franchir le seuil pour que ça devienne une activité criminelle et donc la responsabilité du public. Et cette frontière a été érodée depuis 10 ans, a été complètement démantelée dans certains cas. Il y a eu un changement fondamental, non seulement au montant d'application et les ressources qui y sont appliquées, mais toute la gamme de choses qui font l'objet d'applications, surtout en droit criminel. Il y avait très peu de travail, d'ouvrage à cet égard. Nous avons donc commencé à réunir une analyse comparative de piratage de produits médiatiques où on posait des questions. D'abord, comment s'organise le piratage, comment se fait le piratage. En deuxième lieu, les coûts du piratage, mais également ses avantages. Il y a cette question où l'on voulait étudier sous forme de politique pourquoi est-ce que ça persiste, pourquoi est-ce que c'est si populaire et pourquoi est-ce que ça résiste tellement aux efforts qui visent à faire respecter la loi. Comment est-ce qu'on organise l'application au niveau de la rue jusqu'à la prise de position à l'échelle internationale et en quatrième lieu, que connaissons-nous au sujet de le piratage, qui fait la recherche, est-ce que la recherche est fiable et puisque nous nous intéressons surtout aux pays en développement, cet ouvrage met l'accent sur transition technologique d'une économie de CD, de DVD et ce que les pays à revenus élevés est complètement numérique, infrastructure basée sur l'Internet pour le partage de dossiers de fichiers et pour la consommation par les médias, que ce soit légal et illégal dans les pays en développement. Que nous avons étudié l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, le Mexique, la Bolivie, la Hongrie. Cette transition est toujours en cours. Le taux d'adoption de la large bande passante augmente en flèche de 2006 à 2011. Il y a eu des chiffres qui sont passés de moins des taux d'adoption de 20% ou de 30% et dans certains cas même plus élevés. Ce qui crée une transition de façon à beaucoup moins de temps que ce qui a vécu le Canada, les États-Unis et le Japon en 10 ans. Le résultat, 30 chercheurs travaillé pendant 3 ans de recherche et ensuite il y a eu la rédaction, l'édition et ainsi de suite qui ont suivi. Et voici le contenu. Les résultats, et Laurent l'a bien mentionné, ça a été reconnu comme étant une contribution bien importante. D'abord, la littérature, parce que les enquêtes empiriques de ce qui se passe, qu'est-ce que ça représente en pratique plutôt que dans les livres. Alors, il y en a très peu de recherches a été faites à cet égard, des problèmes incitatifs pour que les universitaires collaborent à l'échelle internationale, ce qui pose des défis
mais aussi nous voulons une conversation interdisciplinaire avec les gens qui travaillent sur des questions de politique ou autres et ont des privilèges de ce travail. À mon avis, une des raisons pour lesquelles c'est un privilège pour moi de faire partie de cette étude, c'est que nous avons réussi à mobiliser ces différentes ressources, les différentes personnes, les anthropologues, les sociologues, les avocats, les spécialistes techniques, une vaste gamme d'expertise. Et le travail est important puisque nous avons pu établir une synthèse. Et c'est une histoire que nous racontons. Tout le monde connaissait un volet de l'histoire, mais ne connaissait jamais l'histoire en général. Un récit plus général de la transition, qu'est-ce que ça signifie, surtout dans les pays en développement. Et parmi les critiques les plus favorables, l'une de mes préférées, c'est les commentaires que nous recevons assez fréquemment lorsque je présente là, c'est que ça semble évident. Ce que l'on dit semble être bien évident. Si vous connaissez la dynamique en ce qui concerne l'accès aux médias, le piratage numérique, et c'est réconfortant, à mon avis, puisque c'est des débats sur la politique et qui a évité ce qui est bien évident. Et si vous ne savez pas ce que c'est, ce qui est évident, je vous le dirai tantôt. Dans un certain sens, le débat à ce qui concerne le droit d'auteur et le piratage, on n'examine pas la question d'accès aux médias, question de prix, l'avenir des technologies. Il n'y a personne ici dans la salle qui croit qu'il deviendra plus difficile ou plus coûteux de copier un dossier numérique dans les 10 ans à venir. Ce sera plus facile. Les technologies seront plus communes. Alors, si c'est votre ligne de base, alors qu'est-ce qui va changer? Si ça vous préoccupe, le piratage, question de politique, question morale, qu'est-ce qui va changer d'après vous? C'est une question que nous avons essayé de répondre, surtout dans les pays en développement où le problème fondamental, comme nous l'avons décrit, est un problème de presse. Les marchés des médias sont sous-développés et très peu de moyens d'avoir accès légalement aux logiciels, à la musique enregistrée, aux films, et par conséquent, le piratage à l'accès est le moyen le plus commun d'avoir accès à la musique, aux films, aux logiciels auxquels les gens sont exposés puisqu'il y a toutes ces campagnes de publicité à l'échelle mondiale. Et on trace donc le triomphe de la publicité, de la génération d'une culture vraiment mondiale pour les films, la musique et le logiciel, sans que l'on démocratise l'accès assez bien pour la population. Pour la plupart de la population, la différence entre les deux, c'est le piratage très simplement et l'application, c'est ce qui se passe autour de cette relation. On a examiné l'application sous plusieurs angles. On peut identifier des endroits où l'application joue un jeu et un type d'application qui devient important, puis là on y arrête et puis là il y a autre chose. C'est comme un jeu. Au fur et à mesure que la technologie évolue et que les pratiques des consommateurs évoluent. Une partie du problème que nous avons étudié, c'est comment mettre fin à ce jeu sans que le tout s'écroule. Les modèles d'entreprise, comment peut-on en créer de sorte que ces modèles se retrouveront en bas de ces marchés des médias. Le problème, c'est que les modèles qui existent à l'heure actuelle ne l'ont pas fait, mais ne s'y intéressent pas réellement. J'aimerais vous parler aujourd'hui de deux choses, l'organisation du piratage et l'organisation de l'application. De veiller à l'application. L'organisation du piratage, pour nous, d'abord et avant tout, c'est par rapport au marché illégaux et licites. Qu'est-ce que ça représente? On a étudié les marchés des médias pour les consommateurs et ça fait partie au plan du consommateur de toute la gamme de disponibilité à différents niveaux. Est-ce qu'on peut se payer ça? Est-ce que c'est pratique? Ensuite, la distribution actuelle, l'architecture et l'infrastructure sur le terrain
plutôt qu'une idée qui existe, que tout le monde pourrait acheter le bien légalement si je choisissais de le faire. Mais le marché est souvent, il y a distorsion sur le marché souvent, même si vous voulez acheter quelque chose de façon légale ou baisser en aide. Souvent, ce n'est pas du tout disponible. Et en troisième lieu, les prix. Et je répète la question de prix, puisque c'est le message principal que je veux que vous reteniez. Deux conclusions. C'est que les prix élevés, les faibles revenus, donnent de petits marchés illégaux. Je sais que ça vous étonnera. Et en deuxième lieu, que les prix élevés, les faibles revenus et la technologie numérique à bon marché donnent du piratage omniprésent. Alors, j'y reviendrai en plus de détails. En deuxième lieu, j'aimerais vous parler brièvement de l'organisation de l'application ici et trois sous-thèmes. D'abord, on prétend que le crime organisé est la force motrice du piratage et que le crime organisé et les groupes de terroristes sont financés par le piratage des médias. En deuxième lieu, le logiciel des entreprises et les raisons pour lesquelles ce logiciel est un type de marché bien différent que les marchés pour le film ou la musique. Et en troisième lieu, que se passe-t-il lorsque les ressources qui veillent à l'application sont très minimes et pourquoi est-ce qu'ils peuvent répondre à cette pratique qui est si énorme et omniprésente? J'aimerais vous parler de cette question de prix, ce dilemme qui nous donne un aperçu très intéressant en ce qui concerne les marchés des médias. Ce graphique ne vous étonnera sûrement pas. C'est le PIB par capita pour les pays que nous avons étudiés. Et vous voyez que ce que révèle ce tableau, c'est qu'entre l'Inde et les États-Unis, il existe une vaste gamme d'écarts de revenus dans les marchés, les médias. Donc, les prix sont très bandes de prix. On a des écarts de revenus énormes. La plupart des populations n'ont tout simplement pas les moyens de se payer le prix demandé. Donc, les marchés en tant que tels, quelques observations au sujet du prix dans les marchés qui sont légaux et illégaux. Le prix pour le CD ou le DVD ou le logiciel sont des prix du pays occidental. Il y a très peu de prix établis en fonction des marchés émergents. Et lorsqu'il y a des écarts en matière de prix, il faut expliquer quelque chose. Le comportement de l'industrie que nous avons observé dans les pays, c'est qu'ils gardent les prix des pays occidentaux dans la mesure du possible. Il y a différentes conditions où ils sont. Si ça devient suffisamment intéressant, il y a des exceptions à la règle. Les exceptions, c'est là où la situation devient intéressante, où il faut commencer à expliquer ce qui se passe dans les marchés locaux. Et c'est une scène de 2008, et c'est le chevalier Dark Knight in Beijing. C'est un déjà iconique, une étude, puisque c'est devenu le film le plus rentable de 2008 lorsque nous avons commencé à faire notre travail. Et celui où il y a le plus de piratage, plus d'$1 milliard, le film qui a été le plus piraté en 2008. Et si on regarde comment le prix pour le DVD lorsque le film a été réalisé cette année-là, on note deux choses, que la colonne à gauche est le prix légal en devises américaines au moment de sa diffusion. Et est-ce que tout le monde voit bien le graphique? Oui, tout le monde voit. Voilà le prix légal. Et vous remarquez qu'il y a environ 14-15 $. Donc, le prix plancher, le prix le plus bas, le prix peut augmenter à partir de cela, mais bon, rarement plus bas que 14. Et c'est le contrôle de plusieurs studios d'Hollywood qui dictent les conditions. L'uniformité des prix est le plus élevé dans le marché des DVD et logiciels et moins pour le théâtre et films. Ce que vous voyez ici représente le pouvoir de cartel des studios d'Hollywood en ce qui concerne le prix des DVD. Et si vous essayez de comprendre ce que ça représente pour les revenus à l'échelle locale, on a créé ce qu'on appelle le pouvoir d'achat comparatif, un indice qui traduit ces prix locaux
les prix relatifs en devise américaine, alors le prix CPP, le prix que devait payer un Américain si ça coûtait une part importante. De même, pour le PIB, c'est quel serait le prix relatif si c'était établi à un niveau comparable aux États-Unis. Et là, on voit que les prix sont vraiment extrêmement élevés. C'est une façon de signaler que les marchés de DVD dans plusieurs endroits dans le monde, ce ne sont pas des marchés de masse. On peut faire le même exercice lorsqu'on examine les prix. J'explique en disant que c'est difficile d'avoir des prix fiables pour les biens dans les marchés où il y a piratage. Ça varie pour plusieurs raisons et tous ces chiffres-là sont sujets à plusieurs variations, par exemple le taux de change qui fluctue, la chute du prix de DVD au fil du temps, lorsqu'il est nouveau ou lorsqu'il devient plus vieux. Et les prix chutent donc au fil du temps, mais ça représente assez bien le prix des biens piratés dans ces marchés. Ce que vous voyez ici d'abord, c'est que le produit piraté, c'est le prix du marché de masse. Donc ce produit piraté est dans la même fourchette que le prix légal dans les pays à haut revenu. Ce que ça signifie, c'est que ça reflète le fait que le marché officiel, c'est le marché de masse. Le marché piraté dessert aussi une grande part de la population. Il y a aussi une dimension offre et demande. Une des choses qu'on a regardées, c'était l'explosion des lecteurs DVD. Entre 2000 et 2007, les Chinois ont commencé à produire des lecteurs de DVD par millions et millions. Les prix ont chuté de $200 à $20, de manière à ce que, en quelques années, le taux d'adoption en Afrique du Sud, en Inde, au Brésil est passé de 0 à 50 ou 60% des ménages. Les lecteurs de DVD, c'est des produits qu'on retrouve partout. Le prix des DVD, par contre, est resté à 14 ou 15 $. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une grosse infrastructure qui fait apparition très rapidement et pas d'offres, ou en tout cas à des prix que les gens peuvent se permettre de payer. Même chose pour les graveurs de DVD. Donc, à ce moment-là, des moyens de production à faible coût, production très localisée. Donc, vous avez des DVD piratés qui sont produits en masse pour approvisionner cette infrastructure que l'on retrouve du jour au lendemain. La première fois qu'on a accès à ces médias enregistrés pour la première fois. L'autre facteur, c'est la chute des prix entre les États-Unis et la Russie, 5 $, et $1 à peu près ce que coûte le DVD piraté en Inde et au Mexique. Donc, c'est large du prix entre 2008 et 2009, où il y a 10 ans, les prix dans ces pays étaient à peu près de 5 $ pour un DVD. Maintenant, dans des pays, dans des marchés de piratage, c'est moins de $1. Donc, ça vous montre que la capacité de production a explosé. Les copies sont produites à un prix moindre et les prix se sont effondrés. Aux États-Unis, ça reste à 5 $ parce qu'il n'y a pas d'autre marché du DVD physique. Tout est passé en ligne. Si vous voulez une copie piratée d'un nouveau film, vous ne voulez pas le DVD piraté, vous téléchargez en ligne. C'est le cas dans la plupart des pays développés. En Inde et au Mexique, c'est encore un marché assez massif pour ces DVD piratés. Pourquoi y a-t-il une telle différence entre $1 et 5 $? Bon, il faut voir les effets locaux de l'application de la loi, différence de coût avec les matières brutes ou des choses aussi comme la collusion entre des vendeurs. Les vendeurs se sont organisés pour faire augmenter les coûts. Des groupes de crimes organisés interviennent aussi pour faire augmenter les prix. Le cas de la Russie est spécial. Le prix des produits piratés était le plus élevé. Et là, c'est dû au contrôle par l'État du marché.
Bon, ce qui est quelque chose de drôle qui s'est produit en 2006-2007 quand le gouvernement russe, à la demande des États-Unis dans le contexte de se joindre à l'OMC, a décidé de s'attaquer aux produits piratés. Donc, il y a eu beaucoup d'activités de police, de descente qui ont un petit peu balayé les petits producteurs, mais les grands pirates qui bénéficient de la protection de l'État ont bénéficié de cette grande augmentation de taux. Les producteurs les plus petits qui faisaient chuter les prix, ont disparu. Donc, les cartels, maintenant, pouvaient exercer un contrôle sur les prix, les plus gros. Ça, c'est une des variantes locales, des nombreuses variantes locales que nous avons essayé de documenter dans notre rapport. C'était un défi pour nous parce qu'il y avait une telle richesse. Il a fallu mobiliser tant de recherches dans différents contextes. Il a fallu parler de ces événements, des pratiques culturelles, adoption mondiale de technologie. Mais si vous regardiez à l'échelle locale, il y avait beaucoup de variantes. Et c'est important quand on parle d'accès aux connaissances, aux médias, les stratégies, les politiques pour encourager ces choses-là. Alors, pour les films qui sont réalisés dans ces pays, on s'est dit que les producteurs locaux pourraient produire des films pour leur public local à un moindre prix, mais ce n'est pas toujours vrai. Regardez la partie supérieure de la production dans ces pays. Ils font déjà partie d'un système mondial d'investissement et de distribution des systèmes, donc ils font partie un petit peu du système Hollywood et leurs prix dépendent de ces modèles. Tous les niveaux sont équivalents à ce que l'on retrouve pour les grands films de Hollywood. L'exception à cette règle a été très importante pour nous, en Inde principalement et au Nigeria. L'Inde est le principal cas ici. Dans le marché indien, ce qui différencie le marché indien de tous les autres, c'est que il est grandement dominé par des compagnies indiennes, des compagnies qui sont en lice pour s'accaparer le public. Ce sont toutes des compagnies indiennes. Elles se livrent concurrence pour élargir leur public, pour aller toujours avoir des segments de la population bien plus grands que ce qu'on a au Brésil, en Russie, en Afrique du Sud, où là-bas, le marché est surtout orienté vers Hollywood, à quelques exceptions près. Ici, en Inde, c'est 90% des producteurs et des réalisateurs indiens. C'est des compagnies indiennes qui arrivent donc et qui commencent. Bon, c'est une histoire un peu plus compliquée, mais pour faire court, je dirais que les Indiens arrivent et décident qu'il n'y a pas de marché des vidéos locales. Il faut créer un marché de masse à 2-3 $ pour faire concurrence au marché du piratage. Ça, c'est un phénomène qui est apparu il y a 2-3 ans. C'est important pour nous comme modèle. Si vous regardez des compagnies comme Netflix, Spotify ou d'autres, ce sont des compagnies qui refaçonnent les prix et l'accès et qui se fient à l'infrastructure numérique pour ce faire, qui créent des structures de prix bien différentes pour ces produits. Les Indiens le font par le biais du marché du DVD. L'infrastructure Internet n'est pas là encore pour appuyer cette révolution dans la distribution de ces films. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas une infrastructure numérique, mais ce qui est important pour eux, c'est la concurrence locale pour s'accaparer ces publics. Pour nous, ça a été très révélateur parce que il ne s'agissait pas là d'une politique de propriété intellectuelle comme gardien pour l'accès à la propriété intellectuelle. Quand vous voyez des compagnies qui s'intéressent vraiment à la concurrence pour les marchés locaux, les prix chutent parce que le coût de production chute, les prix qui sont au niveau occidentaux en Afrique du Sud, au Brésil ou en Russie, c'est parce que les compagnies dans ces marchés
ne veulent pas vraiment se livrer concurrence pour des publics locaux. I'll skip through the version of this story. Ici, bon, je pourrais vous parler de Coldplay dans l'industrie du disque. On a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pour voir si c'était des comportements rationnels. Est-ce que ces industries agissent de façon rationnelle? Et nous en avons conclu que oui. C'était pas il n'était pas réticent à saisir des possibilités ou des ouvertures de marché. Company trying to. Si vous êtes une compagnie internationale et que vous essayez de vendre, si vous êtes une grande compagnie de disques, vous essayez de protéger vos ventes de disques à l'échelle internationale, les marchés qui sont importants pour vous, que vous les protégez, sont les marchés où il y a le plus de revenus, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon. Dans les pays en voie de développement, c'est insignifiant, on n'en voit quasiment pas ici sur ce graphique. Pourquoi vouloir structurer un marché autour des prix locaux? Comment ces calculs sont-ils faits? Bon, je ne vais pas en parler ici. Ce sont des comportements qui ont été observés. On peut regarder aussi les pays où il y a beaucoup d'inégalités dans les revenus. Quand on baisse le prix, ça ne nous rapporte pas tant de parts de marché. Donc, c'est pas si vous diminuez le prix de moitié, vous n'allez pas augmenter votre public, peut-être 20%, mais bon, c'est pas grave, ça c'est rationnel, mais ce n'est pas un bon résultat de politique publique. Si vous êtes le ministre de la Culture au Brésil ou dans un poste semblable en Russie ou en Afrique du Sud. Ça, c'est la même histoire pour la vente de billets. Ici, ça, c'est États-Unis, Canada. En vert, vous avez l'Inde. Il y a quand même... C'est une grosse industrie du film qui se concentre... C'est un marché qui, contrairement aux autres marchés, n'est pas dominé par Hollywood. La question des prix est très, très importante. Les gens commencent à l'apprécier. La première chose que les gens savent, bien sûr, c'est combien les choses coûtent, mais souvent, ils ne savent pas combien les choses coûtent pour d'autres personnes et souvent, ils ne savent pas expliquer pourquoi les choses coûtent ce qu'elles coûtent. Donc, on a trouvé que la question des prix était vraiment très pertinente aux yeux des gens. Ils étaient très intéressés par le fait que, ils savaient que la production et la distribution de ces produits ne coûtent presque plus rien maintenant. Les prix, quand même, demeurent élevés. Ils sont fixés à certains niveaux. Ce sont des stratégies de marketing. Ce n'est plus vraiment des nécessités. Ça devient un levier très, très important pour changer la façon dont les gens comprennent leurs relations avec le marché et les politiques du marché. Et voilà les questions sur l'organisation de l'application. Il me reste combien de temps? 5 minutes, me dit-on. Le logiciel d'entreprise, selon nous, c'est un marché tout à fait distinct. C'est un commentaire que l'on entend assez souvent dans l'industrie. C'est un commun en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a le taux le plus faible de piratage de logiciels, le plus faible que les pays européens. C'est un modèle d'observation dans le monde. Si on regarde un peu plus haut, on voit des déclarations. On est beaucoup plus. On reconnaît les effets de réseautage, l'adoption à grande échelle du logiciel. Et de fait, il y a un manque de concordance entre le gars qui veille à l'application dans le logiciel et les entreprises. Ou si vous êtes une entreprise et vous avez soit une monopolie dans le marché ou vous tentez de percer dans un marché, il faut s'assurer que tout le monde, le plus de monde possible, utilise votre logiciel. C'est ce qui est plus précieux. Et le piratage, dans un marché où on ne choisit pas les prix que les gens peuvent se payer,
il faut tolérer des niveaux très élevés de piratage. Lorsque vous voyez des taux de 90% de piratage de logiciels en Chine, 80% en Inde, c'est un marché où Microsoft ou Adobe ou bon nombre d'autres compagnies ont réussi à saturer complètement avec leurs produits ce marché, de sorte qu'on ne peut surestimer la valeur de ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont écarté la compétition de concurrents qui vont adopter Linux, qu'on peut avoir Windows gratuitement. Et ça devient donc des choix stratégiques bien compliqués qui se font au niveau des institutions publiques de façon générale. Ensuite, le modèle d'entreprise est fort simple. C'est une autre citation. On parle de développement où il y a plusieurs des dirigeants de ces pays qui savent fort bien que pour avoir une économie moderne, il faut une infrastructure de logiciels. Comment développer lorsque les prix sont tout à fait ne sont pas abordables. Le piratage de ces biens, l'infrastructure de logiciels qui permet toute une gamme. Ensuite, que font les entreprises de logiciels? Par la suite, à ce moment-là, ils s'en prennent aux grandes institutions, les agences publiques, les écoles, les municipalités, les grandes entreprises. Et ils ont des ententes qu'ils concluent avec ces entités pour l'octroi de licence. Alors, graduellement, ils reprennent de façon légale toutes les entités de taille où ça vaut la peine d'accorder une licence. Il y a un seuil où l'application est importante. L'application, c'est lorsque les personnes sont les plus petites. Mais le marché réel, ce sont des licences à grand volume. Le prix est établi en fonction de l'institution, ce que l'institution peut se payer. On n'entend jamais ces prix puisque c'est secret. C'est une clause secrète. Ce qui est important il y a des ententes individuelles avec les établissements. Et ça a été bien efficace. Le taux de croissance dans la plupart des marchés est très élevé. Steve Ballmer se plaignait la semaine dernière qu'un taux de 80% de piratage en Chine et qu'il perdait des milliards et des milliards. Mais Microsoft, en bout de ligne, c'est ce qu'il souhaite. De commencer à appliquer des licences de Microsoft en Chine, c'est de créer des conditions propices où ils vont aller chercher d'autres alternatives. Ils ne veulent pas le faire, même s'ils pouvaient le faire. Dans une certaine mesure, Microsoft pourrait le faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que les mesures techniques par lesquelles les entreprises pourraient veiller à l'application de leur licence et pourraient rendre ça très difficile, le piratage de Windows, mais ils choisissent de ne pas le faire. De notre avis, il n'y a pas de problème pour les compagnies de logiciels. Lorsqu'on dit qu'on a perdu des ventes de logiciels, de fait, on doit ignorer ce débat, à moins de prouver de façon irréfutable pourquoi les ventes qu'ils perdent en marge au piratage valent plus que les effets de réseautage dont ils profitent grâce à l'exportation de logiciels. Alors, les arrestations, les descentes, voilà, en un mot, cette situation, c'est assez facile d'augmenter les descentes parce qu'on peut payer la police pour le faire. On peut avoir des gouvernements qui sont prêts à financer des unités spéciales pour des activités anti-piratage, mais c'est vrai que la procédure est très longue. Les tribunaux n'ont pas le temps ou l'énergie pour s'y consacrer. Et voilà les taux que l'on obtient quant au taux d'arrestation, des niveaux de descente bien élevés, mais très peu de poursuites ou de condamnations. La plupart, souvent, ce sont des sentences avec sursis. Et par conséquent, c'est la descente qui devient la punition. Le processus d'application est extrajudiciaire, en ce sens que ça ne vise pas à une résolution devant les tribunaux. Ce n'est pas un processus où on décidera de la culpabilité ou de l'innocence. C'est tout simplement saisir les biens, l'équipement, perturber les activités. La phase punition et la descente, en fait, sont identiques. Et c'est un problème, puisque ça va au cœur même de la question de l'application. Il est très difficile d'augmenter les activités d'application. On ne peut avoir donc raison ce que ça donne à Buenos Aires ou à Delhi s'il y a des descentes de la part de la police. Mais ce que ça donne en France ou aux États-Unis ou au Canada, c'est ce débat. Alors, en ce qui concerne pour les gens qui sont accusés d'avoir pas respecté plusieurs fois, et comment est-ce qu'on peut chercher un redressement si l'accusation est fausse
ou s'ils ne sont pas la personne à la fin de cette adresse et puis qui télécharge ce film ou cette chanson. Et il n'y a pas eu de bonne réponse à cette question et voilà pourquoi des 3 initiatives, lorsque j'ai dit les 3 coups, de façon générale, il y a des lois qui dictent que si vous êtes accusé d'un acte répréhensible, on vous avertit 2 fois, mais la 3e fois, à ce moment-là, on vous coupe le service. Mais on n'a pas mis ça à l'épreuve et toutes les lois qui ont été promulguées, de fait, ne savent comment mettre en œuvre ou en application. Il y a des problèmes à tous les niveaux, de fait, à partir du fait que un seul compte, il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent un seul compte. Lorsqu'on coupe un service, on ne peut pas identifier la personne à l'autre bout et c'est une forme de... On peut dire tout le monde, mais je pourrais vous donner d'autres exemples. Et voilà un taux de condamnation. Et si vous demandez pourquoi c'est tellement difficile de mettre en œuvre ce processus, c'est que les tribunaux sont débordés d'autres activités plus importantes. La plupart des tribunaux, de fait, ne peuvent traiter même les crimes violents qui ont lieu dans les collectivités. Des ressources pour le non-respect du droit d'auteur, ce n'est pas une priorité pour les juges ou les procureurs de la couronne, parce que leur budget dépend de la capacité de traiter de ces causes de non-respect du droit d'auteur. Il n'y a pas de lien systématique entre le crime organisé. C'est une rhétorique depuis quelques années, au fur et à mesure que l'industrie souhaite augmenter les illégalités et pour les raisons que je viens de décrire. Les prix se sont effondrés, les criminels sont en concurrence avec ce qui était gratuit, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Ils pouvaient établir le prix et c'est une lorsqu'on copiait des DVD, c'était une activité industrielle. Il y avait contrebande au-delà des frontières, toute une activité des groupes criminels. On faisait partie, de fait, il y a très peu de preuves qu'ils jouent un rôle systématique donc dans une économie dont le moteur et les consommateurs. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans les marchés créneaux, mais l'exemple que l'on donne dans les médias, ce sont des créneaux où il y a mais de fait, c'est une erreur de traiter cette question de crime organisé comme étant quelque chose qui est important pour l'établissement politique en matière de non-respect du droit d'auteur, puisque ce n'est pas important. Et il y a une autre chose que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'objectif final en ce qui concerne l'application. Où est-ce qu'on va se retrouver? Dans 10 ans, les stratégies d'application ne fonctionnent pas lorsqu'il n'y a pas de résultat. La conclusion, c'est toujours qu'elles ne sont pas assez sévères ou qu'il n'y en a pas suffisamment. Chaque échec en matière d'application mène à une loi qui est plus ingérante. De l'autre côté, si vous voulez à quoi devrait ressembler l'avenir, très souvent, il s'agit d'éducation. On va sensibiliser le consommateur. Il y a beaucoup d'efforts qui visent l'éducation. Vous les connaissez sans doute. Il n'y a aucune preuve dans le travail que nous avons fait ou le travail fait par l'industrie, parce qu'il y a la recherche qui a été faite au sein de l'industrie par rapport aux efforts en matière d'éducation, mais ça ne donne pas de bons résultats. Il n'y a pas de trajectoire plausible en matière d'éducation pour en arriver à une langue que pourraient adopter toutes les organisations internationales. La culture du respect pour la propriété intellectuelle. Où sont les preuves que c'est l'objectif que nous atteindrons? Les pratiques sont omniprésentes et donc toute la preuve semble indiquer le contraire. Il y a des ententes où le gouvernement hésite à augmenter les mesures punitives contre le partage de dossiers et les entreprises ne veulent pas changer les modèles d'entreprise. Ils se mettent donc d'accord pour dire que c'est le consommateur qui est responsable. L'éducation est une position, un compromis. C'est quelque chose qu'ils peuvent faire ensemble et peuvent coopérer.
Je termine avec deux citations. La première, Jack Valenti, qui est là depuis des décennies, qui compare le BCR avec l'étrangleur de Boston, et ça va étrangler les films. Alors, le marché à domicile est beaucoup plus élevé que celui dans les studios. Studios résistent toute technologie avant que ça devienne rentable, mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je veux tout simplement signaler que le débat sur l'application porte toujours sur la perspective de Valenti. Il faut la ligne dure, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation non autorisée qui peut être adoptée, qui peut être acceptée. Il faut des moyens légaux et techniques de contrôler toute utilisation non autorisée. Cependant, il y a un autre discours qui correspond au modèle d'entreprise. Et vous voyez, même lorsqu'on parle aux gens au MPA, le piratage n'est pas perçu comme étant un mal qui doit être exclu du marché, mais comme un signe de demande à laquelle on n'a pas répondu. Et je dirais même que c'est une question de bon sens en ce moment, et que ce n'est plus un commentaire qui suscite la controverse, mais c'est quelque chose qui est tout à fait qui ne se rapporte pas à cette question sur l'application. La question de piratage, c'est comme si c'était tout à fait distinct de la question de la structure des marchés illicites. Et l'avenir, c'est que les marchés illicites sont perçus comme étant un signe de besoin dont on ne répond pas au marché. On voit ça dans plusieurs sections des marchés de grande diffusion. Ça n'a pas eu d'incidence sur l'étape politique. Alors, je conclus et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions plus tard. Si vous en avez, je vous remercie. Bon, maintenant, on va voir si la technologie va fonctionner pour nous. Est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir notre ami du Brésil à l'écran? Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui parce que nous avons une vedette de la télé du Brésil, Ronaldo Lemos, en fait, anime une émission sur la version brésilienne de MTV, sur la technologie et la culture. Et d'ailleurs, il fait bien plus que cela. C'est pas juste une vedette de la télé brésilienne. Maintenant, il est aussi fellow à Princeton et directeur du Centre pour la technologie et la société à l'école de droit de Rio. Il est aussi directeur de Creative Commons Brésil et ancien président du conseil iCommons. Ronaldo va nous donner un aperçu assez approfondi de la situation au Brésil. Qu'est-ce que ça signifie pour le Brésil tout cela? Ronaldo, à vous la parole. On n'arrive pas à vous entendre apparemment. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Je suis toujours intriguée quand on me présente comme animateur de la télé MTV parce qu'au Brésil, MTV, c'est bien différent du MTV aux États-Unis. Notre émission, c'est plutôt une émission d'intérêt public. Bon, cela étant dit, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cet événement. Merci, Monsieur le Vice-président Loughlin. Merci, Laurent. C'est bien de partager cette discussion avec vous. Je vais me concentrer, moi, sur l'aspect brésilien de notre travail. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au Brésil, la situation actuelle qui règne. J'aimerais, avec votre permission, changer. Donc, vous n'allez pas pouvoir me voir. Je vais vous projeter ma présentation. Une seconde. Donc, j'ai besoin que vous me confirmiez. Vous arrivez à voir ma présentation? Oui. Can you see my... Vous arrivez à voir ma présentation? I suppose you can. J'imagine que oui. Alors, Let's go with that. allons-y. Commençons. So basically, my goal here is to... Mes objectifs sont les suivants. Je vais vous parler d'abord un petit peu du piratage des médias au Brésil. Je vais commencer par dire que
les 10 dernières années, c'était la décennie de l'application de la loi au Brésil. Avant cela, dans les années 90, le Brésil a adopté l'entente TRIPS et la loi qui allait avec. Donc, le Brésil a été assez rapide dans sa conformité. On a une loi sur les droits d'auteur qui a été adoptée en 98 et la loi sur les brevets en 96 qui était différente de celle qu'on retrouvait en Inde, qui reflétait en fait toutes les possibilités qu'offraient les TRIPS, l'entente en Inde. On essayait de créer une industrie des médicaments génériques. Nous avons adopté la loi dans les années 90, mais la question est devenue ensuite l'application de la loi. À partir de l'an 2000, l'Alliance internationale de la propriété intellectuelle a commencé à soumettre des pétitions au USTR aux États-Unis pour que le Brésil soit soumis à un examen parce qu'on disait qu'il n'y avait pas d'application de la loi en dépit du fait qu'on avait adopté une loi très sévère, mais elle n'était pas appliquée. En 2001, l'USTR a accepté la demande de l'IIPA et le Brésil a été inclus parmi la liste des priorités ou des pays à surveiller de près. Le Brésil était considéré comme un pays qui ne prenait pas des mesures adéquates pour protéger la propriété intellectuelle. Cela a créé, si vous voulez, un déséquilibre politique. Tout le monde au gouvernement brésilien était très préoccupé, a commencé à se mobiliser pour prendre des mesures pour faire appliquer la loi. Et une des premières choses, c'était une nouvelle loi a été adoptée. La loi brésilienne a été modifiée pour que la violation des droits d'auteur, donc la violation commerciale des droits d'auteur, devienne un crime. Les policiers pouvaient poursuivre quelqu'un en invoquant violation de du droit d'auteur. Il est devenu beaucoup plus facile à ce moment-là pour le gouvernement de commencer à s'impliquer davantage dans l'application de la loi. En 2004, le Brésil a créé un nouveau forum, le CNCP, le Conseil national pour lutter contre le piratage. Ce forum a été créé au sein du gouvernement fédéral par le ministère de la Justice. Donc ça, c'était... Ici, vous avez le ministre de la Justice du Brésil de l'époque. Ce forum a été créé et c'était quelque chose sans précédent dans n'importe quel autre pays. C'était un organe fédéral avec vraiment une structure très... Vous avez des membres de différents organismes, de la Chambre des députés, du Sénat, des ministres, justice, culture, affaires étrangères, et tous les différents corps policiers du Brésil sont impliqués. Ensuite, le secteur privé, les groupes d'intérêt du secteur privé, qui avaient un siège au sein de cet organe. La société civile, il n'y avait pas sa place. Juste les gens de l'industrie, du gouvernement, qui pouvaient siéger à ce CNCP. Donc ça a commencé en 2009. La conséquence, nous avons commencé à avoir une coordination entre les forces de l'ordre et les différents intervenants. Il y a eu beaucoup de descentes et de saisies qui ont été faites. Ça a augmenté. Et d'une année sur l'autre, le Brésil bat des records de saisies et de fermeture de sites web. Donc, non seulement l'application se fait dans le monde physique, mais aussi en ligne, dans le monde virtuel. On a commencé à appliquer la loi également. Chaque année, les chiffres augmentent pour atteindre de nouveaux sommets. Une autre chose intéressante, le 3 décembre a été
déclaré la journée nationale pour lutter contre le piratage. Ce n'est pas encore un congé, des vacances, mais c'est une journée qui a été déclarée pour lutter contre le piratage. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Dans les actions qui ont été prises par le gouvernement brésilien, très musclées, surtout si vous comparez ce qui se passe au Brésil à ce que l'on fait dans d'autres pays, dans le domaine de la lutte contre le piratage, on prend la chose très au sérieux. Et on a été reconnu pour cela. Vous voyez le rapport spécial qui a été publié par l'USTR cette année, le Special 301 Report. On chante les louanges du Brésil. Toutefois, il semble que le rapport n'est pas tout à fait content de toutes les mesures prises au Brésil. On dit que ça crée de nouveaux niveaux d'application de la loi. Ils ont peur aussi du piratage des livres, des étudiants qui vont copier un livre dans le cadre de leurs études universitaires. Et aussi, ils se soucient du piratage sur Internet. À propos de cela, justement, je crois qu'il faut dire que Google a publié un rapport sur la transparence et le Brésil occupait la première place. À l'heure actuelle, le Brésil est le numéro 1 dans le monde en ce qui est de rétention des données, aussi de demandes pour enlever les choses sur Internet. Donc c'est une mesure très musclée qui a été prise par le système judiciaire. Beaucoup de mesures ont été prises en dépit des plaintes de l'USTR. C'est important de dire aussi que le niveau de financement augmente. Ce que Joe vous a décrit, ça se passe aussi au Brésil. On pourrait en faire davantage pour lutter contre le piratage. Et ils ont donné plus de détails. Une des plaintes de l'IIPA cette année, c'était révoquer ou casser une décision prise par l'Université de Sao Paulo au Brésil. Ils ont dit que cette décision permettait aux étudiants de faire des copies d'ouvrages dans le cadre de leurs études. Donc c'était une surprise de voir que c'est devenu très détaillé. Une décision d'une université était menée jusqu'à la scène internationale pour faire pression sur le Brésil pour qu'elle applique davantage la loi. Les questions qui découlent de tout cela. Ce qu'il y a, c'est que ça accroît les demandes sur les institutions, les établissements locaux. Les prisons sont surpeuplées. On n'arrive pas à traiter le niveau de demande actuel. Donc, le système est mis à mal et ça amène à un épuisement des ressources gouvernementales. On demande même d'investir davantage pour mettre en œuvre toutes ces mesures. Il y a aussi des prix inadéquats et des obstacles dont on ne tient pas compte. Joe vous a parlé des problèmes du prix au Brésil, le prix d'un DVD très élevé par rapport aux revenus par habitant, au niveau de revenus par habitant. Donc la discussion sur les prix pose problème aussi. Aucune mesure ni débat sur les modèles d'affaires au Brésil. Seule l'application de la loi et l'éducation sont invoqués. Si vous regardez les 3 mandats du CNCP, donc l'organisation dont je vous ai parlé,
Seulement 2 de leurs mandats sont les mesures de répression et des mesures d'éducation sont couvertes, sont honorées. La troisième, les mesures économiques. Il s'agit de... Bon, pour l'instant, ça n'a pas eu lieu du tout. Quand on a interrogé des gens dans le cadre de notre étude, un des experts conseils qu'on a interrogé nous a dit que les compagnies de musique, les compagnies d'enregistrement et celles de cinéma et de vidéo ne peuvent pas parler de prix. Ils disent, bon, nous ne voulons pas parler de prix et on ne peut pas parler de prix. Point à la ligne. Et ce monsieur Luis Paulo est le président du CNCP. L'industrie ne doit pas parler de prix. Un point, c'est tout. Ensuite, il y a les mesures d'éducation prises au Brésil. C'est surtout un problème de chiffres. On a essayé d'analyser les chiffres qu'on a publiés au Brésil sur les violations. Si vous faites une recherche sur Google, vous verrez beaucoup de références sont faites à cela. 19 milliards de taxes et d'impôts ne sont pas perçus chaque année à cause du piratage. Et le piratage coûte 2 millions d'emplois par année. Ça, c'est ce genre d'informations que vous verrez dans la presse au Brésil ou en ligne un peu partout. On a fait de la recherche sur ces chiffres, on a essayé de trouver les sources et ça vient d'une université au Brésil qui s'appelle l'université de Campinas. We may have to have a... Looks like... J'ai l'impression qu'il va falloir mettre fin à cette présentation. Bon, pour l'instant, je vais vous demander peut-être de passer à notre troisième conférencier. On pourra peut-être revenir à Ronaldo un peu plus tard. Ce genre de choses arrive avec la technologie et Skype surtout, mais dont Microsoft est propriétaire. Oups, je n'ai pas dit cela. Bon. Notre prochain conférencier, donc il va nous donner le point de vue du Canada, qu'est-ce que ça signifie pour nous, qu'est-ce qui se passe ici au Canada dans notre contexte. Nous avons la chance d'avoir parmi nous quelqu'un qui, aux yeux de certains, est le Lawrence Lessig du Canada, mais moi, j'aime dire que Lawrence Lessig, c'est le Michael Geist des États-Unis, plutôt. Michael Geist, bien entendu, est professeur de droit à l'Université d'Ottawa. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de l'Internet et du commerce électronique. Vous avez déjà lu sûrement ses chroniques dans le Citizen d'Ottawa et le Toronto Star. Il était aussi rédacteur d'un article ou d'une publication qui s'intitulait Radical Extremism, From Radical Extremism to Balanced Copyright. Et il est rédacteur en chef de nombreuses publications mensuelles. Michael, à vous, pour votre présentation. Bonjour, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Félicitations à Joe pour ce rapport extraordinaire qui est très important à mes yeux. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, j'espère qu'au moins il vous a un peu aiguisé l'appétit. Dans un environnement où pendant longtemps on traitait surtout avec des faits fictifs plutôt que des faits réels, eh bien c'est important d'entreprendre ce genre de rapports et d'études pour avoir les faits, les données probantes. C'est important de reconnaître aussi que ça n'aurait pas été possible sans l'aide du CRDI. Donc je suis... Merci de m'avoir invité et il faut reconnaître le fait que le CRDI est capable ou veut financer des projets que tout le monde ne veut pas nécessairement financer. Quand on voit les pressions que ça implique, quand on finance des activités si importantes, c'est parfois difficile de mener cela à bien et pourtant le CRDI est impliqué par son financement. Merci pour votre contribution. Je vais vous parler un petit peu du Canada aujourd'hui et
D'une certaine façon, j'ai l'impression que les leçons dont on a entendu parler sont des leçons qui, aux yeux des Canadiens, ont l'air très familières aussi. L'impression que, voulant que le piratage, c'est plutôt un échec du marché plutôt qu'un échec juridique. C'est quelque chose qui est vrai ici au Canada. Bon, il y a certaines différences, mais ça s'applique ici. On peut comprendre pourquoi. J'ai fait une chronique, justement, qui essaie de traiter cette question dans un environnement où bien des Canadiens sont habitués à voir des écrans comme celui-ci quand ils essaient d'avoir accès à des sites comme Hulu.com ou d'autres services qui ne sont pas disponibles ici au Canada. Donc, il y a cette notion que les Canadiens qui se tournent ailleurs parce que les services ne sont pas disponibles ici autrement. C'est pas une question de prix, mais plutôt une question de disponibilité et d'accès au marché. En l'absence de marché illicite ou de marché, c'est quelque chose qui parle aux gens. Et les gens ont vécu cela aussi très récemment. On a vu ce qui s'est passé quand quelqu'un essaye d'entrer sur le marché. On connaît cet exemple avec Netflix qui, en moins d'un an, avoisine le million d'abonnés qui offrent un accès moyennant $8 par mois à un contenu illimité. Il y a un rapport qui est sorti cette semaine qui indique que Netflix, maintenant, représente 13% du trafic sur Internet au Canada. C'est un peu exagéré, je crois, mais néanmoins, il est clair que ça devient un service très populaire qui, pour bien des utilisateurs, vient remplacer les services illégaux pour essayer d'avoir accès au même type de contenu en téléchargeant des BitTorrent. Et ça marche bien, ça fonctionne bien. Le prix est tout à fait acceptable et c'est emblématique, ça permet de desservir un marché. Et les gens aiment cette solution de rechange. Les gens ont vu tout cela. Jessie Brown, par exemple, a publié un article dans le Toronto Life et elle a dit oui, je télécharge des films, des émissions de télévision et j'aime ça parce que je le fais parce que Hollywood et les autres industries ne veulent pas me vendre leurs produits. Donc Netflix est un bon exemple qui montre comment, en fait, il y a un certain décalage, un changement qui est en train de se produire. Au Canada, on a connu les mêmes choses, pas en termes de prix, mais plutôt de services offerts au marché. Maintenant, je vais passer quelques minutes faire une petite mise en garde. Il faut pas prendre tout ce qu'il y a dans le rapport et dire que ça s'applique au Canada parce que il faut bien entendu offrir des solutions de rechange au marché, répondre aux besoins et aux demandes du marché. Ça, c'est indéniable, mais il faut faire attention aussi aux lacunes où il y a des différences entre le Canada et les autres marchés qu'on a examinés dans cette étude. Je crois qu'il faut faire preuve de précaution. Il faut regarder le rapport. Il ne faut pas dire que c'est la même situation ici au Canada. Les mêmes commentaires que l'on fait sur ces marchés, donc des lois qui sont laxistes, le fait que ce soit des havres de piratage, c'est les mêmes commentaires que l'on fait sur le Canada. Certains vont vous dire c'est la même chose. Donc, mais moi, j'aimerais vous convaincre que ça ne l'est pas. Comme on l'a vu, certains mythes se défaire dans ce rapport. Le Canada n'a pas des lois laxistes ni n'est un havre pour le piratage. C'est juste de la fiction. Alors, je vais vous expliquer un peu ce dont il s'agit. Je vous parlais de cette notion de loi laxiste. Bon, les trois conférenciers vous ont parlé du rapport de l'USTR 301, Special 301, une liste des pays qui semblent avoir des lois inefficaces sur la propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur. Le Canada est sur cette liste depuis un certain temps. Moi, je crois que nous sommes en bonne compagnie. Regardez la liste à l'heure actuelle. 4,4 milliards de personnes, c'est la population des différents pays combinés qui sont dans cette liste du rapport spécial des États-Unis et ça en exclut la plupart des pays africains. Donc, ce dont il s'agit vraiment, c'est les États-Unis qui déclarent que quasiment tous les gens sur notre planète, à l'exception peut-être de ses propres citoyens, de leurs propres citoyens et des citoyens d'autres, un petit nombre de pays, eh bien, n'ont pas de loi suffisante en matière de propriété intellectuelle. Mais comme j'ai dit, nous sommes en bonne compagnie parce que 13 des 20 pays qui ont un PIB le plus élevé figurent sur cette liste. Donc, je dirais quasiment tout le monde, y compris nous-mêmes. Donc, la bonne nouvelle, comme vous l'a dit Lachlan, ou comme nous l'a dit mon prédécesseur, au Brésil, on a donné plus de pouvoir à la police.
La réponse des représentants, des dirigeants canadiens, en tout cas en coulisses, peut-être pas les politiciens, qui sont un peu plus calmes, un peu plus silencieux, c'est que les représentants canadiens, en fait, n'exagèrent pas l'importance de ce rapport. Ça, c'était lors d'une comparution devant un comité de la Chambre des communes. Le Canada ne reconnaît pas le processus de la liste américaine. En fait, elle n'est pas basée sur une analyse fiable et objective. On l'a répété à plusieurs reprises aux Américains, mais ça ne les a pas empêchés de mettre et de réafficher le Canada sur cette liste. Donc, on dit aux Américains, vous nous avez mis sur cette liste, mais il y a quelques journalistes qui ont publié des articles là-dessus. Mais la réalité, c'est que, c'est assez encourageant, c'est que du point de vue canadien, on reconnaît au gouvernement que ce n'est rien de plus que des pressions de différents groupes de l'industrie et ça ne reflète pas vraiment une analyse raisonnable de la situation comme l'a fait Joe, contrairement à ce qu'a fait Joe. Si on regarde la situation au Canada, on identifie quand même le fait que nous n'avons pas à avoir honte de quoi que ce soit par rapport à notre classement. L'année dernière, le Forum économique mondial nous a placés en 3e position parmi les pays du G8. Le Canada se conforme honore toutes ses obligations de traité. On disait souvent qu'on n'honorait pas tout, mais il y a des traités qui restent encore à mettre en œuvre. Mais ce que l'on a signé et ce que nous sommes tenus d'honorer, eh bien, nous les suivons. En fait, c'est bien que Howard soit ici. Il a rédigé beaucoup d'ouvrages là-dessus. Il y a beaucoup de domaines où le droit canadien est plus musclé que le droit américain, par exemple. Il y a une longue liste où les Canadiens payent plus, que ce soit des redevances de diffusion, des droits, des taxes, des restrictions sur toutes sortes de choses dans le domaine de l'éducation, les activités de création, les parodies, la satire. Ce sont des activités qui sont plus restreintes au Canada et qui requièrent de la part des Canadiens des paiements plus élevés. Donc, ce n'est pas peut-être une bonne chose. Je crois qu'il y a bien des choses. Nous ferions peut-être mieux d'émuler ce qui se passe aux États-Unis dans bien des secteurs, mais au moins il faut dire que, bon, on ne peut pas dire que le Canada ait une loi laxiste. Je dois aussi dire que le Canada n'est pas un refuge ou un havre pour les pirates. Bien sûr, il y a des violations ici comme aux États-Unis et comme dans les différents pays du monde que l'on a examiné dans cette étude. Il n'y a rien qui prouve, d'après les données publiées, que le Canada se démarque, soit vraiment un refuge ou un havre pour les pirates. Joe a dit que bon, il faut mettre les logiciels d'entreprise de côté, mais quand même parlons-en pour l'instant. Le rapport le plus récent, qui a été publié il y a quelques semaines, indique que le Canada, le taux de piratage au Canada est à un taux plancher, en fait, une chute plus rapide que n'importe où dans le monde. Il ne fait aucun doute que, en tout cas du point de vue des tendants, les chiffres qui s'affichent année après année montrent un déclin continu. Selon le VSA, notre taux est inférieur à bien des pays qui ne sont pas sur la liste de l'USTR 301. La semaine dernière, l'Association canadienne des logiciels de divertissement ont publié un rapport qui montre que les logiciels de divertissement sont devenus de grandes réussites. Le Canada est au 3e rang pour ces logiciels de divertissement et par habitant, nous sommes numéro 1. On a demandé quels étaient les risques principaux dans le marché canadien. Voilà les 6. Les droits d'auteur et le piratage n'en font pas partie. Si vous parlez aux gens qui travaillent dans ce domaine et qui ont vu que le droit d'auteur et le piratage ne faisaient pas partie des problèmes. Il y a toutes sortes de choses qui ont été identifiées comme des risques, mais pas cela. Nous pouvons parler de l'association des films long métrages. On a dit à un moment donné que le Canada était un paradis pour les cadres religieux.
gens qui allaient dans les cinémas, qui affichaient à l'Internet. De fait, le Canada a changé ses lois. À cet égard, nous avions des lois, de sorte que c'était un empiètement. Hollywood voulait des lois plus musclées, et les studios à Hollywood ont même reconnu que le Canada maintenant a presque disparu en tant que source de films enregistrés par camcorder, que ce soit c'est la spéculation ou non. De fait, nous ne sommes pas un abri ou un paradis pour cette activité, conformément à l'activité en tant que soit ce que nous avons. De fait, c'est un milieu où il y a des entreprises qui en font partie, non pas à cause des lois en matière de droit d'auteur au Canada, mais de limites de restrictions en ce qui concerne les licences. Pandora, un service musique très populaire en ligne, à un moment donné, c'était disponible au Canada et ne l'est plus. Le directeur de Pandora nous a dit qu'il était important pour les Canadiens de se rendre compte que Pandora veut faire partie du marché, n'a pas peur du marché canadien relativement à nos lois et les allégations de piratage veut se retrouver ici, mais les prix que l'on exige pour l'octroi de licence par les différents studios ou d'autres détenteurs de droits sont tellement élevés qu'ils ne peuvent en faire partie. Le prix est tellement élevé que, de fait, il y a des personnes, des entités qui aimeraient faire partie du marché, mais disent non, c'est impossible parce que vous établissez vos prix trop élevés, vous savez. Et ce qui se rattache à cette idée d'échec du marché en pétant que le Canada est un abri en matière de piratage et que nous avons un niveau élevé d'échec du marché. Ensuite, les statistiques, l'industrie de l'enregistrement en 2011, tout nouveau, 1 mois et demi, c'est la Bible de l'industrie. Il y a différentes statistiques par rapport aux cotes. Et voilà les marchés physiques les plus élevés en les ventes et ensuite le marché numérique, les ventes, c'est-à-dire les CD. Le Canada se retrouve au 7e rang, c'est un marché mondial. Pour physique, nous sommes au 6e rang. Notre cote pour numérique est plus en avant que le marché physique. Cette notion que nous avons que les Canadiens n'achètent pas de musique numérique en ligne, c'est tout simplement faux. De fait, si on approfondit encore ces chiffres, le pourcentage de ventes numériques du marché musical plus élevé au Canada est plus élevé que presque tous les pays de par le monde, exception faite des États-Unis, où il y a eu une chute dramatique des ventes physiques, alors les ventes numériques ont par contre augmenté. Il y a d'autres pays, de fait, qui n'avaient pas de ventes physiques en quelque sorte. Alors, les ventes numériques se retrouvent dans un marché où il n'y avait presque aucune vente auparavant. Au Canada, nous avons une longueur d'avance, comme vous le voyez, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. C'est le pourcentage. Et dans ce milieu où plusieurs de ces services sont arrivés un peu plus tard qu'aux États-Unis, dans certains cas. On en a quand même moins, mais un type de pourcentage. Les Canadiens en achètent notre vente de musique numérique. La rapidité avec laquelle ces ventes ont augmenté au Canada depuis 5 ans est plus rapide au Canada qu'aux États-Unis. Cela a commencé point de départ plus faible, en partie parce que iTunes peut dominer la musique en ligne. Ça a commencé presque 2 ans auparavant aux États-Unis. Avant de voir le jour au Canada, nous avions du rattrapage, mais les 5 dernières années, notre croissance a été plus élevée d'une année à l'autre. L'association du logiciel de divertissement, j'en ai parlé, il y a eu une croissance là aussi, comme vous voyez, depuis 2 ans, 11%, croissance attendue de 17%. On est passé de 4e rang à l'échelle mondiale, et là nous sommes au 3e rang. Et c'est très énorme. Ce qui s'est passé sous cette idée qu'il y avait un problème en matière de droit d'auteur n'est pas vrai. Et je termine, puisque je me dois de parler de droit d'auteur. J'aimerais noter que les comparaisons qui existent entre le Canada et certaines de ses autres compétences ne se trouvent non seulement dans cette idée que nous sommes un abri pour le piratage et que nos lois sont faibles, mais il y a un endroit où il y a des similitudes et lorsqu'on prétend, c'est de la fiction, les prétentions juridiques plutôt que des prétentions fondées sur le fait. On l'a vu dans le projet de loi C-32, il y avait plusieurs bons points. C'était une bonne loi, ce n'était pas parfait, bien sûr.
le dernier projet de loi, il y avait quand même des problèmes. C'est celui qui est mort au feuilleton, le dernier projet de loi. Le gouvernement a promis de revenir. Le discours du trône bien lu en ce moment. Et j'imagine qu'à un moment donné, ils diront que la loi sur la modernisation du droit d'auteur reviendra. Mais le Canada, évidemment, est quand même sujet à ces prétentions de fiction. On a tenté de distinguer dans le projet de loi entre les dommages statutaires à un niveau commercial, où il y a eu des profits commerciaux plutôt que lorsqu'il y a eu empiètement, où il n'y a pas d'intention de faire des profits, et lorsqu'il y a des dommages d'intérêts légaux, ça ne s'appliquait pas aux causes commerciales. Alors, le projet de loi proposé de limiter à 5 000 $. C'est quand même un gros montant pour certains, mais conformément au directeur de l'Association de l'industrie d'enregistrement, ce serait donc, permettrait aux Canadiens de voler ce 5 000 $. Ce n'est plus ni moins une petite amende insignifiante et téléchargerait. Comme bon leur semble, ils ne devraient que payer 5 000 $ si se faisait prendre. On a eu des prétentions semblables en ce qui concerne les fournisseurs d'accès Internet. Ça a fonctionné très efficacement au Canada. Il y a des avis qui sont envoyés. Il y a des allégations de non-observation. Les allégations protègent l'individu. Et conformément à Rogers, aux audiences, il y a plusieurs mois, ils ont indiqué que 2/3 des abonnés qui obtiennent ces avis cessent. Et les chiffres représentent moins de 1% des abonnés de Rogers au bout de 2 avis, mais on continue de prétendre que c'est un système inefficace. Et bien sûr, il y a une autre erreur, un fait qui n'est pas vrai, c'est que si on a seulement une protection légale pour les serrures numériques qui se retrouvent sur les CD et les DVD, est-ce que nous avons vu dans la pile sur la photo, page couverture de ce rapport, ils ont tous des serrures numériques. On semble penser que si seulement il y avait une protection légale pour les serrures numériques, tout ce type d'activité disparaîtrait. Ce que nous avons reconnu, c'est qu'il ne nous faut pas des études de 400 pages pour nous dire que ce n'est tout simplement pas vrai. On n'a qu'à tenir compte de l'expérience de plusieurs juridictions, notamment les États-Unis, où ces lois existent depuis l'avènement de Napster. Il n'y a eu aucun impact sur ce que l'on considère être empiètement de droit d'auteur en ligne. Alors, voilà ce que nous nous disons. Et cette étude nous assurera qu'au fur et à mesure que nous avançons pour nos politiques nationales et mondiales, que on cesse d'accorder une priorité à la fiction plutôt qu'au fait. Alors, merci de m'avoir écouté. Eh bien, Ronaldo est revenu. Il pourra donc répondre aux questions de la salle. Si vous avez une question ou une remarque, dirigez-vous vers le micro et s'il vous plaît, nommez-vous. Dites-nous d'où vous venez. And do we have anything from online? Avons-nous des questions en ligne? Je vais lire la première question en ligne. Comment pouvons-nous éduquer les gens des pays en voie de développement? Leur dire que il faut savoir si on participe sciemment ou inconsciemment au piratage. Comment est-ce qu'on peut les éduquer là-dessus? All right, go ahead. Is my mic on? Est-ce que mon micro est allumé? Oui. Bon. Dans le rapport, nous disons que les gens, quand ils parlent de leur relation avec les droits d'auteur, souvent ils évoquent des modèles idéalistes et pragmatiques, mais pour renforcer l'application de la loi, on dit souvent qu'il faut avoir un environnement musclé pour accroître les investissements étrangers. Bon, ça c'est un argument économique qui a dominé le débat pendant 20 ans à peu près. Ça remonte à l'époque où on a commencé à parler des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle dans les années 70 et ça reflétait le rôle des avocats et des économistes dans le débat. Ils avaient plutôt, c'était des spécialistes qui avaient une vision un peu obtuse. Ensuite, la Chine est arrivée et a montré que vous pouviez
copier tout de façon systématique, donc tout voler, si vous voulez, et toujours être inondé par des investissements étrangers. Donc la relation entre l'application de la loi et les investissements, donc cet argument a été ne tenait plus debout avec l'arrivée de la Chine. Ensuite, bon, on a vu c'était logique de renforcer les lois sur la propriété intellectuelle par rapport au développement. Si vous êtes un pays qui importe la propriété intellectuelle, en fait, vous avez intérêt à promulguer la diffusion de produits, de connaissances, etc. Mais pour ces pays, il y a des bienfaits pour leurs habitants, pour le consommateur, si on ne protège pas trop la propriété intellectuelle. Mais quand vous devenez exportateur, cette relation change parce que l'exportateur a intérêt à avoir une loi plus musclée pour protéger la propriété intellectuelle. Donc, les choses ont évolué depuis même les tout débuts du livre ou de l'impression. Toujours les pays exportateurs qui étaient les plus agressifs et qui voulaient qu'on ait des lois plus musclées. Alors que les pays importateurs préféraient plutôt faire rentrer un maximum d'informations et de connaissances, vidéos, que possible. Ça, c'était. Donc, vous aviez un surplus si vous étiez consommateur dans ces pays. Ça allait à l'encontre de l'argument traditionnel. Bon, est-ce qu'on peut éduquer les gens là-dessus ou pas? Bon, nous avons écrit notre rapport un peu pour cela, pour éduquer la population. Je vais essayer avec la perspective canadienne. Je crois que l'éducation, le capitaine droit d'auteur que vous avez vu, c'est un produit canadien qu'a créé Access Copyright. Mais du point de vue canadien, le problème, c'est pas que les Canadiens ne s'y connaissent pas suffisamment sur ce qu'ils violent, mais plutôt s'ils ne connaissent pas leurs droits suffisamment. Souvent, aujourd'hui, quand on essaye d'éduquer les gens, l'instinct, et qui est souvent alimenté par des années de mauvaise éducation, c'est qu'on se concentre sur ce que vous ne pouvez pas faire. Vous n'avez pas de licence, de permis, d'autorisation, etc. Alors qu'en fait, la loi est assez souple, donne beaucoup de flexibilité au Canada. Il faut tout simplement avoir le courage de s'en servir et de s'en prévaloir. Et on le voit à la CIUT, l'Association canadienne des enseignants de l'université, qui a émis des lignes directrices pour essayer d'aider les enseignants à mieux comprendre pas ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais plutôt ce qu'ils peuvent faire. Et l'éducation en matière de droit d'auteur doit commencer par cela aussi, se concentrer davantage sur ce que la loi nous autorise à faire pour l'instant. Hi, I'm Howard Knapp, avocat ici à Ottawa. J'ai une question à deux volets, peut-être une deuxième si vous me le permettez. C'est sur le même sujet. Peut-être que Joe pourrait répondre à la première partie et Michael la deuxième. Il s'agit de comportement rationnel de la part du propriétaire de contenu. Vous avez dit, Joe, que vous pensiez que les détenteurs, donc les propriétaires de contenu, notamment les gens de l'industrie du film, c'était des acteurs rationnels par rapport à leur prix. Mais ils ont des outils à leur disposition sous la forme d'encodage régional. Ils pourraient se servir aussi de façon intelligente de différentes langues. Ce qu'ils disent, et qui me paraît tout à fait sensé, c'est qu'ils ont peur que si ils lancent un DVD à 2-3 $ à l'étranger, il y en a beaucoup qui vont leur revenir aux États-Unis et en Europe par le biais d'arbitrage et du marché gris. Bon, il y a des mesures juridiques qu'on peut prendre pour contrer cela, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau du langage technologique. La Chine et autres pays ont des systèmes d'encodage régional qui ne peuvent pas être visionnés, qui ne peuvent pas fonctionner aux États-Unis. Si le DVD ne sort qu'en portugais et en chinois, ça n'intéresse pas
les gens aux États-Unis, en Europe ou au Canada parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ces langues-là. Donc je me demande, est-ce que si ce sont des gens rationnels, pourquoi ils ne se servent pas plus de ces outils? Deuxième partie de ma question à Michael, vous avez donné le bon exemple de Pandora. Pandora, bon, a été assez rationnel. Est-ce que c'est un exemple ici où il y a eu trop de protection de la propriété intellectuelle? Il y avait la commission des droits d'auteur, du droit d'auteur, qui a établi plusieurs tarifs qui sont ajoutés les uns aux autres. Et en bout de ligne, Pandora risque de devoir dépenser des millions de dollars parce que c'est le taux qu'on leur impose maintenant pour résoudre cette affaire. Et pourquoi est-ce qu'il ferait ça, le Canada, comme le Texas ou la Californie? Est-ce qu'on paierait des millions de dollars pour entrer sur un autre marché? Bien sûr que non. Et le troisième volet, c'est plus un commentaire. Bon, l'éducation, vous avez tout à fait raison, c'est important. Est-ce qu'il y a des établissements ou des institutions qui devraient le faire? On devrait se concentrer sur les droits. En tout cas, c'est mon commentaire. Donc, je vous parlais de rationalité ou de rationnel. I guess I'll start. Well, I mean, as you said, Comme vous l'avez dit, à partir de l'apparition du DVD, les studios ont essayé de se servir de la technologie pour segmenter le marché. Le piratage numérique a contourné cela parce que tout cela n'est plus devenu possible. Peu importe si les gens envoient ou trafiquent ces DVD, peu importe. Je préfère avoir des problèmes de contrôle aux frontières plutôt que de ne pas développer certains marchés à l'étranger par peur de voir ce produit réimporté par la suite. Puisque vous auriez des millions et des millions de consommateurs dont les besoins resteraient inassouvis et qui se tourneraient donc vers le piratage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais non, mais c'est bien, oui, mais peut-être à un moment donné, on aurait pu éviter ce piratage numérique. La question des licences ou des permis. Je ne pense pas que ce soit un problème uniquement canadien. Regardez le rapport Harvey aux États-Unis, ou au Royaume-Uni, pardon, qui identifie certains défis des permis ou des licences pour créer un produit semblable à Netflix, et vous avez une vingtaine d'autorités et ça rend quasiment la chose impossible. La complexité au Canada, c'est que parfois vous payez quelque chose de double ou de triple pour la même chose. Vous avez différents détenteurs de droits, l'un qui veut être payé pour la reproduction, l'autre pour le rendement. Donc, la Commission des droits d'auteur dit tout le monde a droit à recevoir un paiement, et en bout de ligne, vous vous retrouvez avec des gens qui ne peuvent pas, du point de vue économique, pénétrer sur le marché. Du point de vue du consommateur, on a moins de services qu'on en aurait ailleurs. Du point de vue de l'artiste ou du créateur, bien, on choisit parfois de ne rien prendre plutôt que de prendre quelque chose. Regardez l'expérience aux États-Unis. Même les collectifs ou les organisations qui sont arrivées sur le domaine d'Internet, il y a des dizaines de millions de dollars chaque année qui ne sont pas perçus. Au Canada, on s'est écarté de ce point d'entrée viable du point de vue économique. Ronaldo, vous avez une réponse? Bien, rapidement. L'éducation. Au Brésil,
dans les écoles primaires et secondaires. Dans l'État de São Paulo, on a tenté quelque chose. C'est un programme d'études sur le piratage, la lutte contre le piratage. Et lorsqu'on a étudié la documentation, ça posait des problèmes. On enseignait aux étudiants, il y avait des choses qui n'étaient pas précises, le nombre d'actes de piratage, les effets sur l'économie, l'utilisation, les droits. En fait, il y avait des faits erronés. Ça ne donnait pas un impact. Ça avait un effet. C'était une situation difficile puisque ça nuisait réellement avec le programme d'études du Brésil. Lorsqu'on a étudié le matériel, on a été étonné de voir à quel point la documentation était fausse, était inexacte. Pour ce qui est de la question d'octroi de licence, il est important de se souvenir que au Brésil, on n'a pas d'iTunes, on n'a pas Pandora, etc. On n'a aucune de ces choses. Et la seule musique numérique que nous possédons, on vend une voix, $2, mais c'est plus cher que le montant exigé aux États-Unis. Ce n'est pas surprenant de voir qu'il y a très peu de personnes qui achètent de la musique numérique au Brésil. Une des raisons principales, c'est parce que l'on vend cela $2. La piste, c'est un prix qui ne correspond pas du tout au niveau de revenus du Brésil. Et voilà ma réponse. Je m'appelle Jeff et étudiant en deuxième cycle à l'Université d'Ottawa. Des questions pour Joe au sujet de Pandora. Dans votre présentation, vous avez parlé de changement à la structure de prix. Donnez-nous plus de détails, s'il vous plaît. Et croyez-vous réellement que Spotify, Pandora et d'autres seront des options viables pour les personnes auxquelles on ne répond pas à la demande, puisque plusieurs de ces entreprises ont des marchés numériques bien développés. Alors, pensez-vous qu'ils seront un joueur important dans les pays que vous avez étudiés, et cela dans l'avenir? Je nuance en disant d'abord que je ne suis pas spécialiste dans les modèles de musique numérique émergents. Je pense que je ne peux me prononcer, mais la tendance, c'est plutôt des abonnements à faible coût, en fait des services illimités. Et si le bien est à un prix suffisamment bas, est disponible, est pratique, la plupart des gens peuvent si la plupart des gens peuvent le partager, petits réseaux sociaux au moins. Dans une certaine mesure, le piratage a établi les attentes des consommateurs disponibles plus rapidement, à plus faible coût, de façon plus pratique quant à la circulation ou le transfert du bien. Et le contentieux, services juridiques sont en concurrence avec services de piratage en matière de coûts et d'aspects pratiques. Et je ne crois pas que l'émergence de ces services mette fin ou élimine le piratage. Mais le nouveau marché en sera un où le service du contentieux est en concurrence avec un coût beaucoup plus faible pour offrir des meilleurs niveaux de service, des niveaux comparables au moins que les autres fournisseurs. Et très probablement, il y aura des entreprises où il y aura moins d'argent et distribution. Ça semble inévitable, à mon avis. Voilà pourquoi c'est si difficile pour ceux qui sont déjà sur place, où les modèles d'entreprise ont été établis dans des marchés où la distribution leur apportait beaucoup d'argent. Le nouvel environnement, tant et aussi longtemps qu'il y a concurrence dans les marchés, alors ces marges diminueront, je crois, que l'équilibre le plus faible
entre le marché du piratage et le marché légal à faible coût qui pourrait être durable, c'est-à-dire fournir suffisamment de revenus aux créateurs. Et le piratage deviendra sans pertinence, de fait. Ça deviendra sans pertinence. Et il y a ces propositions, donc, de mesures d'application punitive. Pourquoi s'en prendre aux gens et les menacer lorsqu'on reconnaît que de plus en plus, c'est un moyen de base d'exercer leurs droits. On en parlait un peu plus tôt. L'accès à l'Internet de plus en plus est défini comme étant un droit. C'est qui avoisine droit à la participation socio-économique, droit à la liberté d'expression. Si le marché évolue comme prévu, cette conversation au sujet de la création de ces droits de base pour les détenteurs de droits d'auteur, n'est plus importante. Alors voilà ce que j'espère. Je n'ai pas de prévision à savoir s'il y aura une seule version de ces modèles d'entreprise qui réussiront davantage que les autres, mais si nous ne créons pas un régime de surveillance de droits d'auteur où il y a ingérence par rapport à ce que font les autres en ligne, voilà où se retrouveront les entreprises. Est-ce que ça répond à votre question? J'ai une autre question, si vous me permettez. Vous n'avez pas suffisamment de temps, mais vous avez mentionné le piratage. Chaque fois qu'il y a une perte, il y a un avantage. Si quelqu'un perd de l'argent, il y a quelqu'un qui gagne. Si vous parlez d'une perte de 50 milliards de dollars, les entreprises de logiciels, il peut y avoir un gain de 50 milliards. Ailleurs, c'est un des points de vue lorsqu'on examine l'impact du piratage dans les pays en développement. 50 milliards de dollars subventions pour l'infrastructure de logiciels, pour le développement de fait être une contribution importante au bien-être social. On ne l'envisage pas de cette façon-là, ou pas exclusivement de cette façon. On pense strictement aux pertes. Et c'est compliqué lorsqu'on parle de logiciels. Mais on a seulement commencé à mesurer cet effet si votre musique, vous l'obtenez par des moyens illicites d'une façon ou d'une autre, ce que les entreprises de disques appellent des pertes, en fait, cet argent-là est dépensé ailleurs, d'autres biens de consommation, loyer, etc. Ce n'est pas une perte pour l'économie. Et si vous importez, à ce moment-là, ces gains sont plus élevés que les pertes. Si vous êtes un pays autre que les États-Unis, vous êtes un pays d'importation de propriété intellectuelle, alors il y a un excédent, et cet excédent peut être mesuré. Il y a une étude hollandaise qui a essayé de mesurer dans les Pays-Bas, c'est un pays de 7 millions pour la musique. Uniquement, ils ont déterminé que l'avantage pour les consommateurs était de 100 millions d'euros. Et si, vous appliquez au pays où le ratio prix-revenu est plus élevé, ça peut avoir des effets plus importants. Ils ont aussi nuancé combien de temps. Donc, c'est plutôt cette question d'avantage est exclue de l'équation. Et cependant, si on prend la question au sérieux, il faut en tenir compte puisqu'elle explique pourquoi les pratiques se poursuivent et pourquoi le gouvernement ne canalise pas leurs ressources dans ce domaine-là. En fait, il y a des avantages. À ce moment-là, sinon on dit que c'est un secret, puis on évite la question. Et on veut tout simplement reconnaître, tout au moins. Y a-t-il des questions des gens qui nous écoutent en ligne? David Crockett, c'est sûrement son vrai nom. Pression internationale, les entreprises
occidentale. Est-ce que ça met donc les pressions jusqu'à un certain point où ça met en péril la population locale qui ne peuvent poursuivre les activités, intenter les poursuites contre les activités plus dangereuses? Vous avez parlé un peu de cela dans votre présentation. Voulez-vous essayer de répondre à cette question? Oui. À mon avis, et c'est mon avis, plusieurs de ces points, il n'y a pas d'avis. Je nuance en disant que pourquoi avoir un système juridique séparé pour la propriété intellectuelle? Les causes doivent être traitées de la même façon que les autres. Il doit y avoir une priorité. Les juges doivent avoir la même discrétion pour établir la priorité. Ça doit faire partie du même système juridique. Et certaines des pressions qui sont exercées envers les autres pays, c'est qu'on veut des cours spécialisés pour la propriété intellectuelle des unités policières distinctes. C'est ce que souhaite l'OSTR pour la poursuite de causes de propriété intellectuelle. Et en fait, cette politique-là est mauvaise. Selon nous, ça ne doit pas avoir un système juridique séparé qui se rattache aux questions de propriété intellectuelle. Voilà. Aviez-vous quelque chose à ajouter, Ronaldo? Je suis d'accord. Depuis 10 ans, c'était certainement vrai. Et chaque fois que on a essayé d'augmenter pour que le Brésil soit considéré comme étant un pays plus puissant, ça crée énormément de pression à l'intérieur du pays. Je vous donne un exemple. Il y a un processus de réforme du droit d'auteur. En ce moment, la loi au Brésil a été étudiée. Nous n'avons pas de droit au Brésil. Et ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est que nous discutions de nouvelles lois, un processus public où nous aurions plus de 80 réunions, où nous recevons plus de 7000 commentaires. Et on a changé notre façon d'envisager. On a un nouveau ministre. Le nouveau ministre s'appelle Ama Gerando. Elle a décidé de mettre fin à la réforme et de recommencer. Elle est tout à fait engagée. Lorsque le président Obama s'est rendu au Brésil, elle a rencontré les dirigeants des États-Unis pour discuter de la réforme du droit d'auteur. Et en ce moment, nous risquons de perdre tout le travail qui a été fait dans les 5 dernières années, étant donné les pressions exercées. Donc, que le droit d'auteur doit demeurer tel quel et ne doit pas devenir plus restrictif en ce qui concerne ce modèle 3 chances. Alors, absolument, oui, on exerce énormément de pression et on nous écoute chaque fois qu'il y a cette pression. On prend des mesures également au Brésil et ailleurs. Well, Bon, veuillez vous joindre à moi pour remercier nos 3 invités. I want to thank. Merci à vous tous et à vous toutes d'être venus en cette belle journée ensoleillée à l'extérieur. Je suis très content que vous ayez pris le temps de venir assister à cette séance. J'aimerais vous rappeler que sur le site web de CRDI, vous aurez la diffusion de cette conférence. L'étude est aussi affichée en ligne, celle du conseil de recherche piracy.ssrc.org. Merci beaucoup. Right.